Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. À suivre dans un instant la présentation de quelques unes de journaux parus ce jour sur l'ensemble du territoire national. Dans le bulletin matinal d'information, à suivre un commentaire qui vante les mérites du parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. La formation politique dirigée par Claudine Afiavi-Prudencio a donné une place de choix aux jeunes sur les listes de candidature aux élections communales et municipales prochaines. À suivre également dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, Anselme Amoussou qui opine sur la réouverture de l'école béninoise. Le 11 mai prochain, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le programme du déroulement de la période électorale consacrée aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Des détails dans cette matinale. Dans le débat avec Carles Kitomé et Claude Alofa, nous parlerons des impacts de la crise sanitaire sur l'école béninoise. Nous analyserons également les enjeux qui s'imposent en ce qui concerne la reprise des classes prévue pour le 11 mai prochain. Voilà ainsi planté le décor, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume, tous les jours par la une de l'Informateur qui a titré ce matin en manchette « Mobile du retrait du Bénin de la Cour africaine ». Des droits de l'homme et des peuples quand la Cour d'Arusha viole le droit des particuliers et des États, qui dans du contentieux SGB SHRL. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, Claudine Prudencio, Gégé Lapino, le meilleur casting pour la commune d'Abomey-Calavi, constate le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Lutte contre le coronavirus, Abakes Foundation offre 8000 masques aux populations béninoises. Des détails dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une du jour de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. L'économiste en manchette ce matin, État financier, NCA Vie Assurance Bénin, réalise un résultat net de 447 millions de francs CFA. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. Le potentiel à présent riposte contre la Covid-19. Les tests systématiques démarrés. Des précisions à la page 12 de l'apparition de ce matin de Le Potentiel. Nous restons à la une de Le Potentiel de ce matin, municipal et communal de 2020, Prudencio Lapino, le duo de la victoire, fait observer le potentiel ce matin en deuxième titre à la une. Le challenge dans la même lancée. Élection communale à Abomey-Calavi, Claudine Prudencio, Théodore Gougonou, Gégé Lapino, un duo de choc. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de Le Challenge. Distribution gratuite de masques aux populations à Abakes Foundation en guerre contre la Covid-19. Des professionnels des médias à l'honneur ce jour, annonce le confrère ce matin à la une. L'événement précis, tractation pour les élections communales de 2020, de nombreux groupes et réseaux pour la victoire de Luc Setondi à Tropo. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien La Presse du jour qui titre ce matin en manchette 4 ans de réforme dans le secteur des infrastructures et des transports, des milliers de kilomètres de voies modernes déjà construites. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de La Presse du jour. Union sacrée de Claudine Prudencio et de Théodore Gougonou, alias Gégé Lapino, un duo qui enchante toute la commune d'Abomey-Calavi, relaye le confrère de La Presse du jour ce matin à la une. L'opinion aujourd'hui, après la remise du spécimen du bulletin unique au parti en lice, ce qui reste du calendrier électoral de la Sénat vous est dévoilé à la page 5 de la parution de ce matin du Canard. Matin libre en manchette ce matin, un an après les élections législatives exclusives, la terre promise est pour bientôt d'ici Soglo. Des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard, toujours à la une de Matin libre de ce matin, Covid-19, cas Bénin, la contribution du professeur Adjile Segla Aimé vous est dévoilée à la page 10 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Matin libre dont l'oreille droite vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin les femmes en lice pour les élections communales et municipales prochaines. Notre époque à présent, Claudine Prudencio, Théodore Gougonou, Gégé Lapino, ensemble pour la commune d'Abomey-Calavi. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Les 4 vérités communales de 2020, Claudine Prudencio, Gégé Lapino, un duo de choc pour assurer la victoire à Abomey-Calavi. Des précisions à la page 3 de
sa parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de les 4 vérités de ce matin, infrastructure et transport au Bénin. En 4 ans, les fruits ont tenu la promesse des fleurs avec de bons résultats obtenus sous le leadership éclairé de Hervé Réhoumé, ministre des Infrastructures et des Transports. Nous passons à présent au quotidien béninois, le confrère de la matinée, en 4 de l'avènement au pouvoir du régime de la rupture, secteur des sports, Oswald Omeki convainc, séduit et rassure, rigueur intellectuelle, aisance d'élocution et démonstration. S'il fallait noter, il recevait 19,50 sur 20. Titre le confrère ce matin en manchette des précisions sur son intervention dans l'émission à la télévision nationale Le Temps des Moissons à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal à présent. Campagne médiatique pour les élections communales de 2020. Les candidats déjà en studio renseignent la manchette de ce matin de Le Matinal. Claudine Prudencio et Gégé Lapino, le duo gagnant à Abomey-Calavi. Le chronogramme actualisé de la Sénat vous est dévoilé à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Riposte contre la Covid-19. Le Bénin instaure le traitement présomptif de la chimioprophylaxie. Des précisions aux pages 4 et 11 de la parution de ce matin du Canard. Le Canard note néanmoins en deuxième titre à la une ce matin que la Banque mondiale appuie le gouvernement avec un financement additionnel de 10 400 000 US de dollars. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre en manchette ce matin. Reprise des cours le 11 mai prochain. Les syndicats ont des exigences. Lesquelles exigences vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Le Béninois libéré en manchette ce matin. Communal et municipal de mai 2020 à la Diadou-Konou. La jument qui fera cabrer le bloc républicain à Abomey. Titre le confrère. Plus de précision dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Niveau d'évolution satisfaisant des travaux de construction du stade d'Adjoun. Roland d'Arefa, le maçon Marcelin Bocovet, la Truelle, des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du Canard. L'Indépendant à présent, en 4 de la rupture, émission Temps des Moissons. Le régime Talon n'a aucune intention de nuire aux journalistes, rassure le ministre de la Communication et de la Poste et porte-parole du gouvernement, Alain Orla. L'intégralité de son intervention, ou le compte rendu, j'allais dire, vous est fait à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Nouvelle expression communale de 2020, Claudine Prudencio, Gégé Lapino, à la conquête d'Abomey-Calavi, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Libération qui titre ce matin en deuxième titre à la une, communale du 17 mai prochain, le chronogramme complet du déroulement rendu public par la Sénat. Le spécimen du bulletin unique vous est publié à la une, comme vous pouvez l'apercevoir, chers amis internautes. Et nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien national d'information qui a titré ce matin en manchette Nabil Abdoulaye, président du conseil d'administration de la SAB. Dans 3 mois, notre aéroport fera la fierté de tous. Des précisions dans les colonnes de la page de ce matin du Canard et entretien avec la ministre des Affaires sociales en 4 du gouvernement. La touche sociale de la rupture au scanner. Des précisions dans les colonnes de l'apparition de ce matin du quotidien de service public La Nation. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public le programme de déroulement des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Ainsi, 28 avril 2020, remise du spécimen du bulletin unique aux différents partis politiques en lice. 30 avril 2020, allocution du lancement officiel de la campagne électorale. 30 avril 2020 au 2 mai 2020, délivrance du formulaire de vote par procuration. 1er mai 2020, remise des lettres de mission aux points focaux de la Sénat et coordonnateurs d'arrondissement. 1er mai 2020 au 15 mai 2020, campagne électorale. 2 mai 2020, départ des coordonnateurs d'arrondissement et autres. 4 mai 2020 au 6 mai 2020, formation des points focaux de la Sénat, coordonnateurs d'arrondissement et adjoints de coordonnateurs d'arrondissement. 11 mai 2020 au 14 mai 2020, formation des membres de bureaux de vote. 11 mai 2020 au 15 mai 2020, déploiement du matériel électoral sensible. 16 mai 2020, allocution officielle du lancement du scrutin. 17 mai 2020, déroulement du scrutin. 17 mai 2020 au 19 mai 2020, réception des cantines contenant les résultats. 18 mai 2020 au 20 mai 2020, transmission des cantines contenant les résultats à la Cour suprême. 24 mai 2020, proclamation des publications des résultats définitifs des dites élections. Le ministre de la Santé
Santé Benjamin Hunkpati a réceptionné ce mardi 28 avril 2020 la deuxième partie du don de matériel de la Fondation Jacques Ma. Elle est composée de 18 900 kits de prélèvement, 18 910 kits d'extraction d'ARN, 9 500 gants, 5 respirateurs, 36 thermoflash. À cela s'ajoutent 23 700 équipements de protections individuelles et 23 700 masques faciaux. Ces équipements viennent renforcer la riposte contre la COVID-19 au Bénin. Rappelons que le 28 mars 2020, le ministre de la Santé avait déjà réceptionné un don de matériel de la Fondation Jacques Ma, toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Les autorités béninoises saluent ce geste de solidarité de la Fondation Jacques Ma en cette période de crise sanitaire mondiale. En lice pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, le parti politique Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN fait l'option de promouvoir les jeunes. Âgés de 20 ans à 40 ans, les jeunes béninois font la majorité sur la liste UDBN. Le parti politique dirigé par Claudine Afiavi Prudencio compte sur la jeunesse béninoise pour insuffler une nouvelle dynamique de développement aux communes et municipalités du Bénin. Je vous invite à suivre ce commentaire qui en dit davantage. C'est une signature de Carles Quito. Élections municipales et communales 2020. Place à la jeunesse à l'UDBN. Les besoins sont immenses et l'enjeu est important pour les prochaines élections municipales et communales. Offrir à la proximité à la base le pouvoir de prendre effectivement des décisions en connaissance de cause à petite échelle et de fluidifier leur mise en œuvre pour un impact plus significatif et plus direct. Mais alors que les jeunes représentent une bonne frange de l'électorat et de la population béninoise, ils restent cependant sous-représentés dans les partis politiques. Une tare que l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN envisage de corriger à travers les prochaines élections. En témoignent les dossiers de candidature transmis à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Sur la liste de candidatures du parti, confiance a été faite aux jeunes. Des enseignants, des artisans, des étudiants, des comptables, des juristes, des producteurs et autres. Leur âge oscille entre 20 et 40 ans. Dans leur majorité, cette jeunesse est mobilisée sur la liste du parti selon leurs compétences et leurs aptitudes, essentiellement constituées de leur force de travail et revendiquant une autonomie générationnelle. De Panikwara à Cotonou en passant par Boycon et Parakou, le parti a positionné des jeunes capables de relever les défis d'aujourd'hui et de demain pour leur localité avec confiance et passion. C'est une évidence pour tous, les jeunes impulsent la transformation. En choisissant de faire confiance à la jeunesse, le parti de Claudine Afiavi Prudencio compte libérer pleinement son potentiel en adoptant une stratégie de proximité. Par l'approche du positionnement des jeunes, l'UDBN facilite le mouvement des idées et la réalisation d'initiatives profitables à l'ensemble des arrondissements du pays. C'est avec les jeunes que nous comptons impulser à la base la transformation que nous voyons déjà au sommet sous le leadership du chef de l'État, confié un membre de l'état-major du parti. Et cela se remarque aisément dans les projets que propose le parti de façon spécifique à chaque commune. La gouvernance que compte insuffler le parti UDBN repose sur la jeunesse du personnel politique qu'il met à disposition des communes et des municipalités. La lutte contre l'insécurité, surtout foncière, l'assainissement et l'attractivité des villes, l'autonomisation des femmes, la protection des plus vulnérables, la mise en œuvre des schémas directeurs d'aménagement du territoire et d'accès aux services essentiels, eau potable, assainissement, électricité, accès aux soins, à l'éducation, au sport et aux loisirs sont les défis majeurs que seule la jeunesse peut relever par son courage et son souci de l'intérêt général. Le gouvernement béninois a annoncé dimanche dernier la réouverture des écoles pour le 11 mai prochain, une fermeture qui date de plus d'un mois en raison des ravages faits dans le monde par la pandémie du coronavirus COVID-19. Cette reprise des classes est assujettie au dépistage systématique des enseignants, une décision qui suscite des réactions diverses au sein des acteurs de l'éducation. Dans une interview accordée à la rédaction de ZAE-TV à la Bourse du Travail, Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA Bénin, l'a commenté au micro de Larios Adjagbelon. Suivez donc. L'une des mesures annoncées par le gouvernement, c'est le dépistage des enseignants. Et je trouve que c'est une très mauvaise solution à un réel problème. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les scientifiques même se contredisent sur le mode de fonctionnement de ce virus. On parle d'une période d'incubation de 14 jours. Ça veut dire que si le gouvernement fait l'option de dépister les enseignants, il doit les dépister tous avant le 11 mai. Je ne crois pas cela objectif.
Deuxièmement, il faudrait qu'ils puissent les dépister tous les jours. Tous les jours, au moins sur une période donc de 14 jours. Parce que vous pouvez me dépister aujourd'hui et trouver que je ne suis pas porteur du virus. Et le lendemain, je deviens porteur du virus. Ou bien le lendemain à la maison, quelques jours avant à la maison, je me fais contaminer par un autre membre de ma famille et je reviens contaminer les élèves. Donc voilà, si nous discutons, nous pouvons trouver les meilleures stratégies pour faire reprendre les classes à nos enfants, mais dans des conditions de sécurité et de préservation de leur santé. On a vu ailleurs, même quand les gens veulent annoncer les mesures, ils prennent la peine d'écouter les autres. Si on ne le fait pas, on va perdre tout le crédit que nous sommes en train d'engager depuis depuis le début de cette pandémie-là. Et je dois ajouter que on ne peut pas soi-même en tant que décideur se terrer dans sa maison et demander aux autres d'aller à l'abattoir. Aujourd'hui, il n'y a plus de rencontres avec les ministres parce qu'ils sont dans la préservation, dans le respect des mesures qui ont été édictées par le gouvernement. Donc les ministres sont dans leur maison, travaillent de leur maison, travaillent à distance. Est-ce que ces ministres peuvent vraiment demander à nos enfants d'aller en classe dans ces conditions? Je voudrais appeler chaque parent donc à être responsable. Et le moment venu, nous, en tant que syndicat, nous demanderons à nos camarades de faire jouer le droit de retrait. Le droit de retrait qui permet à un agent de pouvoir dire, moi, ce travail-là que vous me demandez de faire est un travail porteur de risque pour ma santé et pour la santé de ma famille. Et la loi permet donc de ne pas obéir à ce moment-là. Nous ne voulons pas arriver à cette extrémité. C'est pourquoi nous espérons que le gouvernement va pouvoir ouvrir les discussions et nous permettre donc de regarder ensemble quelles sont les meilleures conditions pour une reprise des classes sécurisées. Face à la nécessité de sauver l'année scolaire et académique, le secrétaire général de la CSA Bénin, Anselme Amoussou, propose alors uniquement la réouverture des classes d'examen. Suivons ses explications au micro de Larios Adiagbenon. J'ai proposé qu'on puisse commencer déjà à dédoubler les centres d'examen parce qu'il faut également avoir le même souci d'éviter les contacts, de faire respecter les mesures de distance, le port de masque, etc., etc. Donc, du coup, il faut multiplier par 2 ou par 3 les centres d'examen, de tous les examens qui sont annoncés pour juillet, impliquer un plus grand nombre de collègues enseignants pour pouvoir gérer tout ça. Et il faut donc anticiper par rapport aux directions des examens et concours, leur donner les moyens qu'il faut. J'ai proposé également que le gouvernement puisse mettre à disposition les masques gratuitement, disponibles gratuitement, les masques pour les... Maintenant, voilà, ce sont des propositions. Et moi, j'ai estimé qu'en faisant ces propositions, j'ai voulu apporter ma pierre à la facilitation de la prise de décision par un gouvernant. Parce que tout le monde est surpris par cette pandémie et personne ne peut prétendre avoir la science infuse quant à la gestion de la situation. Donc, il s'agit de regarder ça, d'en tenir compte comme une base d'échange, de discussion pour voir comment on peut améliorer et aller vers une rentrée sécurisée. Si on ne fait pas ça, et que le gouvernement, comme il semble le montrer là, nous impose une rentrée scolaire classique comme en situation normale, je suis persuadé que les efforts qui sont faits là et qui aujourd'hui montrent que notre pays est en train de gérer plus ou moins correctement, efficacement la pandémie, tous les efforts vont être réduits à néant parce que l'école est un lieu de propagation et de contamination et l'école va devenir le lieu par lequel tout le pays va être complètement contaminé. On annonce la levée du cordon sanitaire, on fait maintenant obligation de port de masque à tout le pays, mais ce n'est pas suffisant. Et les écoles aujourd'hui n'ont pas les moyens de mettre en sécurité les apprenants et les enseignants parce qu'elles n'ont même pas reçu la subvention de l'État. Attendue depuis septembre, la subvention n'est pas venue. Donc, elles n'ont pas les moyens. Il faut pouvoir les accompagner et c'est dans ce cadre-là que moi j'ai fait les propositions. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Kaleski Tomé, Claude Alafa, bonjour. Bonjour. Abdelkader Achirou.
Alors, Calès Kitomé, l'école béninoise a été suspendue depuis quelques jours, pour ne pas dire il y a bientôt plus d'1 mois, en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. Dites-nous, quel est l'impact, selon vous, de l'avènement de cette pandémie sur l'école béninoise? Eh bien, depuis le 30 mars 2020, les congés de Pâques ont été rapprochés. Je vais m'exprimer comme si on a anticipé sur les congés de Pâques depuis le 30 mars et les enfants sont donc à la maison. Ils étaient censés reprendre au bout de 2 semaines, mais les mesures ont été prises et ils sont toujours à la maison. Et c'est aujourd'hui que l'État envisage la reprise des classes pour le 11 mai, comme des gens sous d'autres cieux. Mais il faut noter que cette pause a plusieurs impacts. Parce que déjà sur les apprenants, les enfants sont allés de façon un peu précipitée en congé alors qu'ils étaient à la veille des évaluations. Et donc les enfants étaient assez concentrés et puis tout d'un coup c'est les vacances qui viennent comme ça. Et ça a forcément un impact sur les enfants dans la mesure où si tout n'est pas fin prêt, les enfants vont s'adonner seulement au jeu, ils vont s'amuser et puis en plus on ne savait pas vraiment quand la reprise était programmée. Donc il y a une certaine déconcentration au niveau des apprenants. Et en même temps, au niveau des enseignants, il y a des soucis également. Parce qu'il faut préparer les cours, il faut préparer les fiches. Et toute personne sérieuse a des programmations. Donc forcément, ils ont prévu ce qu'il fallait faire pour ceux qui sont dans le système public et savaient comment meubler leurs vacances aussi après pour pouvoir ne pas mourir de faim avant la reprise des classes. Cela est valable également dans le privé parce que les périodes divergent un peu. Mais avec cette pause d'1 mois qui s'est imposée au milieu et dans des conditions où il n'est pas permis de vaquer librement à ses occupations, c'est forcément une perturbation qu'il faudrait régler à un moment donné. Ça veut dire que les conséquences de cette pause doivent être corrigées quelque part à la reprise. Sinon, ça va impacter le niveau des apprenants béninois sur de longues années, comme ça a déjà été le cas avec les longues années de grève que nous avons eues qui ont vraiment eu un effet néfaste sur le niveau des générations. Les générations. Claude Alafa, vous êtes enseignant également, en dehors du fait que vous êtes professionnel des médias. Dites-nous, quel est l'impact selon vous également des congés anticipés et de l'avènement de la crise sanitaire mondiale du Covid-19 sur l'école béninoise? Comme on le disait déjà depuis le début de cette crise, l'impact est grand. L'école, c'est la société. L'école, c'est là où nous faisons tout, là où nous apprenons, nous formons nos enfants. Cela veut dire que c'est le premier secteur qui a été touché par, disons, cette pandémie chez nous et je crois dans les autres pays également. C'est normal que toute reprise commence également par là. Et je voudrais dire que ces impacts sont de plusieurs ordres. Nous en parlons bien sûr dans le cadre éducatif, purement éducatif. Les enfants, c'est vrai, étaient en plein cours. Il y en a qui, certainement, on était vers la fin de l'année, la fin des programmes, mais il y avait une pression qui était mise pour que ceux qui avaient des retards au niveau des élèves soient repris. Et donc, pour qu'ils puissent quand même récupérer l'année, aussi bien en matière de moyenne pour passer en classe supérieure, mais aussi en matière d'éléments de connaissances nécessaires, notionnelles, nécessaires pour pouvoir continuer leurs études. Et cela a été coupé, vif comme cela. Et donc, la paresse, comme le disait tout à l'heure Carles, la paresse a dû certainement s'installer au niveau de ses enfants, quelle que soit la pression qui était mise. Pour les congés, oui. Mais quand on a prolongé un peu les congés, c'était devenu autre chose. Et à un moment donné, ils étaient, c'est vrai, tout le monde est presque fatigué. Donc au niveau des enfants, c'est un problème au niveau des notions à garder, mais aussi également de comment avoir la moyenne. Ce qui fait que si on ne permet pas un temps normal, pour qu'ils reviennent dans le système d'abord et pour qu'ils puissent composer maintenant. Il y a des gens, ceux qui avaient perdu
beaucoup de moyennes au niveau des 2 premiers trimestres ou du premier semestre dans le public vont se retrouver vraiment en réelle difficulté pour aller en classe supérieure. Et ça, c'est au niveau des élèves. Au niveau des enseignants, c'était la période où tout le monde mettait la pression également pour finir les programmes. Les programmes n'étaient pas terminés, il fallait les finir et les finir de manière correcte. C'est en ce moment-là que tout a été coupé également, ce qui va également créer un problème parce que l'enseignant n'est pas là seulement pour délivrer les cours, il veut être rassuré que les élèves reçoivent. Et donc, lorsque le système mis en place est coupé comme cela, ce n'est pas évident. La reprise de la machine, pour qu'elle reprenne, ne peut pas être automatique. Ce qui fait qu'au niveau des enseignants, également, il y a un problème. Donc, je parle de le don, la distribution donc, de la connaissance, donc des connaissances notionnelles, mais également au niveau donc, de comment récupérer ces enfants-là. Et ça, nous nous arrêtons là, mais sur le plan social. Sur le plan social, les problèmes sont vraiment grands. Ils sont grands parce que il y a, c'est vrai, les enseignants du public qui sont donc des permanents, eux, ils ont un salaire, quelle que soit la situation. Mais il y a les honoraires. C'est vrai que cette année, le système a fait en sorte que les 9 mois du contrat avec les aspirants couvrent jusqu'en juin. Cela veut dire qu'ils ne devraient pas avoir de problème particulier pour le public. Mais le privé, les enseignants du privé qui sont pour la plupart des honoraires vont se retrouver en grande difficulté. Et ça, financier bien sûr, parce que le mois d'avril, n'ayant rien fait, n'espéreront rien. Et à la reprise c'est jusqu'au 11 mai, ce qui veut dire qu'ils sentiront de grandes difficultés. Et ce n'est pas à la reprise qu'un promoteur d'école va vous remettre de l'argent, encore que vous n'avez rien fait jusque-là. Ça veut dire qu'ils devront attendre la fin du mois de mai pour pouvoir récupérer les miettes, les 2 ou 3 semaines pour lesquelles ils pourront travailler dans le mois de mai. Ça veut dire que nous avons un problème social, des impacts vraiment négatifs sur le plan social au niveau des enseignants. Maintenant, les promoteurs privés également auront des problèmes parce que certains parents n'avaient pas fini de solder. Et la situation fait que ce n'est pas... ils profitent. Certains profitent pour dire, bon, puisque l'année est terminée, il ne reste que... on ne paye plus. Et quand on ne paye pas, ces promoteurs privés aussi ont des difficultés financières. On en a parlé déjà ici, sur ce même plateau, ces dames qui aident à nourrir les enfants dans les écoles. Il y en a plusieurs. Elles sont recrutées souvent par rapport, en voyant un peu leur cas, leur manière de vivre. Il y a certaines qui sont des pères, mères et pères de famille, et qui nourrissent les enfants à partir de ces revenus-là. Et donc, tout cela constitue un gros problème. Et si cela est un problème, c'est que l'État lui-même maintenant a un gros problème. L'État lui-même maintenant a un gros problème. Alors, Kaleski Tomé, l'État a annoncé dimanche dernier que la reprise des classes sera effective le 11 mai prochain, sauf cataclysme de dernière heure. Dites-nous, qu'est-ce que cela impose de votre regard d'analyste? Ça, tout reviendra à apprécier l'évolution de cette pandémie pour que la date soit maintenue ou pas. Donc, ce n'est pas une affaire de cataclysme. Si on veut parler de cataclysme, c'est déjà là. Le fait d'avoir perdu un mois où tout le système économique a chamboulé, tout a chamboulé, c'est déjà là le cataclysme. Maintenant, nous sommes en train de penser à comment récupérer de tous les méfaits, de tous les effets néfastes de cette situation sanitaire mondiale. Mais nous avons appris avec les propositions des centrales syndicales. Il y a une centrale syndicale, la CSA, qui a proposé que les élèves qui sont en classe d'examen puissent retourner en classe pour le temps qui reste et préparer les examens déjà à partir du 11 mai. Parce que les examens, les calendriers des examens a été modifié. C'est désormais en juillet les examens. Donc, leur permettre de se préparer pour les examens à partir du 11 mai jusqu'à 1 ou 2 semaines de ces examens pour être vraiment à même de pouvoir affronter les épreuves qui leur seront soumises. Et il y a une autre... Mais pour le faire, ils ont exigé quand même qu'on puisse respecter les gestes barrières. Que par exemple, ils puissent avoir la distanciation sociale de 1 mètre entre les différents apprenants, ce qui revient à dédoubler, sinon à tripler les classes, parce que nous savons qu'il y a des salles de classe qui contiennent 60 élèves, 70 élèves, et quand on veut en mettre 20 par classe, ça fait 3 ou 4 classes carrément, et donc pour pouvoir tenir ce pari, il faut également
faire appel à des enseignants qui n'intervenaient peut-être pas forcément dans les salles, dans les classes d'examen pour qu'ils viennent, ou carrément de multiplier les heures de tous ces enseignants qui interviennent dans les classes d'examen, parce que les classes intermédiaires étant laissées un peu en rade, ils auraient un peu plus de temps. Donc il faudrait réaménager tout ça. Ils ont conseillé que les enseignants ne circulent pas dans les allées, que le port du masque soit obligatoire. Ils ont souhaité qu'il y ait les dispositifs de lavage de mains. Et pour ça, il faut forcément de l'argent. Et selon ce que nous avons appris avec le secrétaire général de la CSA Bénin, c'est que jusqu'à la suspension du 30 mars, la plupart des écoles n'avaient pas reçu les subventions qui leur permettaient quand même de gérer le quotidien au niveau de ces écoles. Et donc, même si on reprenait maintenant, on ne sait pas par quel truchement les financements pourront être débloqués avec célérité pour que ça puisse être fait. C'est un gros point d'interrogation. Donc, le problème reste presque entier. Mais il y a une autre centrale qui a une autre proposition qui nous plaît également parce que je ne suis pas un professionnel de l'enseignement, mais selon, je me suis un peu informé, il fallait quand même 26 semaines de cours pour valider l'année scolaire. Et à la date de la suspension, les enfants avaient subi 18 semaines de cours. Donc il fallait encore 8 semaines, mais avec 20 semaines, l'année pouvait peut-être valider. Donc le combat aujourd'hui au niveau de ces centrales, c'est d'essayer quand même d'amener l'État à pouvoir organiser les cours, les activités académiques pendant au moins ces 2 semaines pour que l'année soit validée. Et la COSI nous a proposé que les classes d'examen viennent faire ces 2 semaines, plus une semaine d'évaluation, et que ces classes aillent se reposer parce que si on veut vraiment respecter la distanciation sociale, tout le monde ne peut pas être là en même temps, et que les classes intermédiaires viennent également faire ces 2 semaines de cours pour avoir les fins, plus une semaine d'évaluation pour valider leur année et qu'ils repartent maintenant en congé qu'à partir du 15 juin, que les classes d'examen reviennent pour faire les révisions jusqu'à la veille des examens de fin d'année. C'est des propositions qui ont été faites qui demandent quand même un certain redéploiement des enseignants en tenant toujours compte des dispositions, en fait des gestes barrières. Tout ça, c'est des propositions qui ont forcément des impacts sur les apprenants, sur les enseignants et sur tout le système. Parce que si on demande à un privé d'organiser les cours pendant peut-être 3 semaines, et pour les classes d'examen, puis c'est même pas 3 semaines, c'est-à-dire du 11 mai jusqu'à la fin, ils seront ouverts. Ça veut dire qu'il faudrait avoir des ressources pour pouvoir payer les charges, en fait, pouvoir supporter la charge salariale qui s'impose pendant cette période-là. Et ça veut dire que les parents sont appelés à solder également le reste des contributions pour que ça puisse faire. Mais vu la coupure, l'interruption en plus d'1 mois, je crois que tout le monde a vu une situation, pas reluisante. Et maintenant, de là, à pouvoir mobiliser les sous pour payer le reste. Bon, je vais dire que ce n'est pas un serpent qui se mord la queue, mais en fait, c'est quand même un effet, en fait, c'est un effet boomerang de toute façon. L'impact, c'est comme l'électricité, hein, et ça secoue et puis ça suit, c'est dans le circuit. Et donc, il va falloir que le responsable fasse appel à des économistes vraiment qui sont au point, à des sociologues qui sont au point, à des psychologues qui sont au point, pour que tous ensemble puissent s'asseoir pour sortir une solution qui permet quand même à tout le monde de savoir j'ai perdu, mais je n'ai pas tout perdu. Parce que si on reste à l'État, il y a des gens qui auront tout perdu. Quand je prends le cas des vacataires, ils auront 5 mois sans salaire. Je ne sais pas comment ça peut se vivre. Déjà, c'est vrai que nous avons pensé sauver certaines couches en leur apportant une subvention. On ne connaît pas encore ce que ce sera. Mais il y a forcément des couches qui sont cachées derrière, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui subissent peut-être de façon plus âpre même les effets. Donc c'est un travail de fond, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une décision à la légère. Nous pouvons essayer de copier la France en retournant à l'école le 11 mai, mais il faudrait que nous les copions mieux en essayant d'abord de tenir compte de tous les paramètres parce que le débat chez eux il est sérieux, et maintenant de tenir compte de notre contexte, sinon nous allons passer à côté et l'impact sera peut-être durable sur notre société. Durable sur notre société. Alors Claude Alpha, dites-nous, selon vous, une fois après avoir suivi l'argumentaire de Carles Kitomé, est-ce que vous pensez qu'on tend probablement vers une année scolaire plus ou moins bâclée? Non, elle ne sera pas bâclée. Dans tous les cas de figure, nos enfants ont été pris en charge régulièrement pendant l'année scolaire. Les programmes sont exécutés à un bon niveau. Et puis, on peut espérer, c'est vrai que dans certaines disciplines, il faudra vraiment que ces enfants qui sont
à la porte des classes d'examen, ceux qui sont en classe de 4e et en classe de première, il faudra forcément faire en sorte que ceux-là soient suivis particulièrement. L'autre situation que nous risquons d'avoir, c'est que nous ne savons pas si les cours de vacances pourraient aussi tenir, parce que c'était aussi un système qui aidait un peu les enfants pour ne pas perdre la main. Alors, également à se rattraper, par rapport à leur niveau. Donc, tout cela devient difficile. L'État aura forcément à perdre beaucoup d'argent. Je crois que ce sera difficile. Ce sera nécessaire que l'État intervienne énormément dans l'éducation, parce que c'est nous tous qui sommes là. C'est vrai que nous souffrons déjà de l'autre côté, mais ici, c'est nous tous. Nos enfants sont là, nous-mêmes, nous y sommes. Donc, il ne pourra pas, nous ne pourrions pas sauver l'année. Il ne faut même pas penser seulement à sauver l'année, il faut penser aussi à l'année prochaine. C'est vrai que nous étions habitués à des grèves illimitées, et donc on faisait du bachotage, on essayait de récupérer les conséquences, bien sûr. Mais avec la Covid-19, je crois que nous avons une autre mission, nous avons un autre défi. Et l'État, je crois, prend déjà des responsabilités. Et c'est important que de tels débats tels que vous les initiez ici soient faits pour que les enfants se remettent à petits coups dans le système. Parce qu'à la reprise, déjà l'État a aidé à régler le problème des censeurs au niveau du public. Mais au niveau du privé, c'est une autre paire de manches. Il faudra revoir, étant donné que le privé n'est pas prêt à sortir plus d'argent. Et si l'État lui-même, grand engrangeur de ressources, n'arrive pas à les sortir, ce n'est pas le privé qui le ferait. Et donc, ces privés, les censeurs de ces privés auront de sérieuses difficultés à remanier l'emploi du temps au même moment que les patrons mettent la pression sur eux pour ne pas sortir beaucoup d'argent. Et donc, l'État, je dis, sera au centre de tout. Si on a voulu que le privé soit au centre du développement, actuellement avec ce mal, l'État devrait être au centre de tout. Négocier, pourquoi pas, avec les propriétaires des locations pour que les enseignants, surtout de ces privés, de ces honoraires, puissent avoir peut-être un moratoire, comme on l'a fait pour la SB2E, l'électricité, pour que, c'est vrai, il y a une dette, mais qu'on puisse leur permettre de vivre en paix jusqu'à ce que les cours reprennent l'année prochaine. Voilà autant de défis et que je pense qu'il faudra que l'État principalement, règle pour notre système éducatif. Il y a assez de choses à dire, Kales Kitome Kolo Dalofa. Je crois que peut-être nous allons revenir dessus sur le sujet demain. Merci à vous, chers confrères. Merci à vous, Kales Kitome Kolo Dalofa, chers amis internautes. Merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité. Ainsi se referme Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Et excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezetv.bg.